Par quoi commencer? Peut-être par remercier l'invitation qui m'est faite d'être devant vous aujourd'hui. Je suis très heureux parce que si vous regardez le programme, et j'ai bien compris que vous l'avez tous bien lu, vous remarquerez que les sciences humaines et sociales ne sont pas forcément surreprésentées. Et donc, c'est un honneur même que je comprends d'être présent aujourd'hui devant vous. Autre chose à dire aussi, qui est pour moi extrêmement important, c'est la question de la légitimité, par exemple, pour moi, de m'adresser devant vous, parce qu'on imagine peut-être le philosophe, tout à l'heure on a vu le penseur de Rodin, évidemment, sur une des diapos, on peut imaginer le philosophe comme ça, en train de se plier en quatre, se prendre la tête. Voilà. Je fais ça, mais dans les hôpitaux. Je vais là où les pratiques médicales se font, mais aussi dans les cabinets de médecins généralistes. Autrement dit, je ne reste pas enfermé dans les bibliothèques. J'utilise des méthodes sociologiques pour constituer mon propre matériau, pour éviter de récupérer le matériau d'autres, et de manière à ce que mon matériau soit le plus possible en accord avec la recherche éthico-philosophique que je vais faire. Donc je suis, comme vous l'avez compris, de formation philosophique, je suis docteur en philosophie, ce qui fait que j'appelle jamais mon médecin docteur, mais toujours monsieur. Et je crois bien avoir compris que mon rôle aujourd'hui est d'essayer d'éclaircir un peu ce rapport entre le corps et l'esprit. Et c'est vrai que, à la mine parfois un peu étrange de certains philosophes, on pourrait penser que je viens comme témoin, c'est-à-dire en tant que patient. Non. Je suis bien là pour éclaircir quelques notions importantes, et notamment la notion de corps et d'esprit. Nous sommes des êtres corporels, et en même temps, nous sommes des êtres pensants. Oui, petit détail, évidemment, je n'ai aucune diapo. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, je n'ai aucune diapo. Donc nous sommes des êtres corporels et des êtres pensants. Nous avons un corps propre, capable de se mouvoir et dont certains mouvements d'ailleurs sont automatiques, comme la circulation du sang ou les battements du cœur. Même la pensée semble rendre la possession du corps indispensable, et ceux qui méprisent le corps, écrivait Nietzsche, n'ont-ils qu'à s'en défaire, ce qui les rendra en définitive muets. C'est bien ce qui intrigue finalement depuis longtemps la philosophie, aujourd'hui rejointe par les neurosciences. Quelle est la réelle nature de la relation entre le corps et l'esprit? En philosophie, cette question trouve toute sa place dans ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit, qui est une branche assez récente de la philosophie, elle date du XIXe siècle. Même si on peut remonter jusqu'au Phédon de Platon pour trouver cette question problématique de la relation du corps et de l'esprit. L'âme, disait Socrate, ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni quelque plaisir que ce soit, mais qu'au contraire, elle s'isole le plus complètement en elle-même en renvoyant promener le corps, et qu'elle rompt autant qu'elle peut tout commerce et tout contact avec lui pour essayer de saisir le réel. Si l'on se pose la question de la nature de la relation du corps et de l'esprit, c'est donc bien parce que cette relation entre corps et esprit est problématique et que la philosophie de l'esprit tente, en tout cas essaie, de tenter de résoudre. Par esprit, il faut entendre quoi? Il faut entendre des états mentaux dont on peut distinguer différentes sortes, les émotions, les désirs, les sensations, les perceptions, les représentations imaginaires. Et ces états mentaux semblent avoir un point commun, un trait commun, la conscience. La douleur, par exemple, ne nous laisse pas indifférents en ce qu'elle est un phénomène biologique qui se donne à une conscience. Mais qu'est-ce qu'une conscience? Disons que la conscience consiste, de façon très générale, en des expériences vécues. Ces expériences sont celles de la qualité d'une chose, comme la qualité de la fraise, qui fait qu'on ne confond pas la qualité de la fraise avec la qualité de la pomme. Avoir conscience de quelque chose, c'est donc avoir conscience d'une qualité. Mais tous les états mentaux ne sont pas des expériences vécues. Par exemple, 2 plus 2 égale 4 n'est pas exactement une expérience vécue dans le sens où ce n'est pas une expérience sensorielle. D'une autre façon, entre l'expérience que j'ai du goût de la pomme et ma volonté de vouloir manger une pomme, se glisse entre les deux la question de l'intentionnalité. Or justement, dans l'expérience de la douleur, exemple que j'ai cité il y a quelques secondes, cette intentionnalité, on ne la retrouve pas. Comme le disait le philosophe Brentano, l'intentionnalité est un état de l'esprit qui dirige celui-ci vers quelque chose comme un état futur de soi qu'on voudrait voir se réaliser, moi par exemple en train de manger une pomme. Mais observons maintenant ce qu'est un état physique.
D'une façon très sommaire, on peut dire qu'un état physique est un état qui s'examine par les sciences de la nature. La présence d'un virus dans le sang est un état physique, par exemple, qui peut être analysé, examiné par la biologie. Et si on peut mesurer certains états mentaux, à l'image de la douleur, cette dernière sera toujours relative à la conscience qui en fait l'expérience. Autrement dit, une personne qui se pique le doigt avec une aiguille ne ressentira pas la même douleur selon la personne qui se pique le doigt. Bref, on en déduit une différence fondamentale entre les états mentaux et les états physiques, une différence qui repose donc sur l'intentionnalité et la conscience. Autrement dit, les états mentaux sont subjectifs dans le sens de privé, quand les états physiques sont, eux, objectifs dans le sens de public. Bref, retenons au moins jusque-là que les états mentaux ne sont pas des états physiques. Mais sont-ils indépendants les uns par rapport aux autres? L'état physique de la pluie mouillée cause l'état physique de la rue mouillée. Je sors de chez moi et j'aperçois dans la boulangerie, juste en bas de chez moi, une religieuse au chocolat, état mental, ce qui provoque en moi le désir d'acheter une religieuse au chocolat, état mental. J'ai envie de lever mon bras gauche, état mental, je lève mon bras gauche, état physique. Ou encore, dans l'hypothèse d'une phobie de l'avion, si je me trouve dans un avion, état physique, je ressens une vive angoisse qui m'envahit, état mental. En d'autres termes, si les états mentaux ne sont pas des états physiques, ils entretiennent malgré tout entre eux une relation causale. Mais pour la philosophie de l'esprit, c'est un problème, car les états physiques, jusqu'à aujourd'hui encore, semblent respecter un principe fondamental, pardonnez-moi pour le nom très barbare de ce principe, c'est le principe de complétude causale, nomologique et explicatif du domaine des états physiques. Tout ça pour dire finalement qu'un état physique s'explique par des lois universelles de la physique. Merci les philosophes d'avoir inventé ce principe. Alors résumons le problème de la relation corps-esprit. Les états mentaux ne sont pas des états physiques. Des états mentaux causent des états physiques, et réciproquement, un état physique implique une explication physique complète. Or, nous savons que certains états mentaux causent des états physiques et réciproquement. Donc, une de ces trois propositions que je viens d'énumérer est fausse. On le comprend aisément, nous avons affaire ici à ce que nous appelons un dualisme, et le grand nom, le grand représentant dans l'histoire de la philosophie du dualisme, c'est René Descartes. Dans ses méditations métaphysiques, il explique que nous pouvons douter de l'existence de tous les états physiques. Je peux douter d'avoir un corps, que le monde sous mes yeux existe, que vous êtes là en ce moment devant moi, mais, explique Descartes, je ne peux pas nier que je pense. Aussitôt que je doute que je pense, en réalité, je suis tout simplement en train de penser. C'est le fameux cogito ergo sum, je doute, je pense, je suis. Pour le philosophe, il n'est donc pas nécessaire, pour avoir des états mentaux, que je possède un corps. Les états mentaux ne sont donc pas des états physiques. En réalité, la proposition de Descartes est contestable en ce que l'absence de preuve, la preuve de l'existence des corps, de la physique, n'est pas la preuve de l'absence. Ainsi, même si je peux douter de l'existence des états physiques, le doute n'est pas une preuve en soi, et l'absence de preuve n'en est pas une non plus. Mais ce qui est intéressant chez Descartes, c'est que son dualisme est interactionniste. Autrement dit, des états physiques causent des états mentaux et des états mentaux causent des états physiques. Et pour l'expliquer, il a recours à la modification de mouvements de minuscules particules qui sont situées, nous explique-t-il, sous la glande pinéale. Je cite Descartes, « Les moindres mouvements qui sont en elle peuvent beaucoup pour changer le cours de ces esprits et réciproquement, les moindres changements qui arrivent au cours des esprits peuvent pour beaucoup changer les mouvements de cette glande. » Nous avons au quotidien de nombreuses occasions de voir ce dualisme interactionnisme à l'œuvre. Par exemple, je rate un examen, état physique, qui cause ma tristesse, état mental. Alors je décide de noyer mon chagrin dans le martini, état physique, ce qui met mon épouse très en colère, état mental, et la conduit à mettre mes valises sur le palier, état physique. Le dualisme interactionniste est une théorie séduisante pour expliquer ces phénomènes que nous partageons tous, messieurs. Mais il est assez étrange que des états physiques existent sans loi physique pour les expliquer. Une solution consiste à imaginer avec Spinoza donc un dualisme sans interaction. Comme Descartes, Spinoza admet que les états mentaux ne sont pas des états physiques, mais en revanche, il rejette l'idée selon laquelle il existerait une causalité mentale dans la causalité physique. Le point de départ de Spinoza est de partir d'une substance neutre qu'il appelle Dieu ou la nature. Et à cette substance, il reconnaît différents attributs.
deux attributs, l'attribut physique et l'attribut mental de l'esprit. Alors le philosophe Spinoza admet que les relations causales au sein d'un même attribut, par exemple les états physiques ne causent que des états physiques et les états mentaux ne peuvent causer que des états mentaux. Alors comment expliquer parfois que des états physiques causent des états mentaux et réciproquement? Pour l'expliquer, Spinoza nous dit très simplement qu'il y a en miroir des causes physiques, des causes mentales. À chaque fois, donc, que je noie ma tristesse dans le martini, correspond l'état physique de mon épouse qui met mes valises sur le palier. Néanmoins, la psychologie, on pourrait objecter que nous savons aujourd'hui expliquer tous les états physiques par une explication physique complète. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'avoir recours à des explications par des causes mentales. Néanmoins, la psychologie et la psychiatrie nécessitent encore le recours à des états mentaux pour expliquer des états physiques. Par exemple, c'est l'état physique de mes valises sur le palier qui me fait éprouver soudain un état mental qui est un immense sentiment de liberté. Et me rappeler ce que Oscar Wilde disait des femmes d'aujourd'hui, elles comprennent absolument tout, à l'exception de leur mari. Avec toutes ces années passées à faire de la philosophie, j'avais fini par admettre que le dualisme corps-esprit ne vaut aujourd'hui pas grand-chose, mais contemplant le sordide spectacle de mes valises esselées sur le palier, et puis que ma raison ne pouvait l'admettre, je compris rapidement que mon épouse fut victime du dualisme cartésien. Et par ricochet, moi aussi. Alors, recroquevillé dans le couloir de notre immeuble et vexé de cette incompréhension vis-à-vis de mon besoin d'évacuer ma tristesse, je réalise que son esprit a possédé tout son corps, mais elle possédait-elle tout son esprit? Nous avons tous en mémoire ces moments où notre esprit semble avoir déjoué notre vigilance et pris d'assaut notre corps pour le conduire d'une façon qui nous fait rougir une fois que nous retrouvons notre lucidité. Ces moments d'égarement où, perdant l'esprit, nous pensons perdre pied, peuvent facilement finir par convaincre que la relation avec notre corps et notre esprit est une relation duelle. D'où le problème pour le philosophe de penser en définitive l'unité du corps et de l'esprit. Soudain, une lueur d'espoir me saisit alors, repensant aux leçons philosophiques de Merleau-Ponty. Et je me lance dans une explication presque arrogante, celle du philosophe qui, quand il s'adresse à un non-philosophe, pense qu'il peut se passer d'arguments pertinents. Ma chérie, lui dis-je, il faut avoir raison gardée. Cette injustice dont tu as fait preuve à mon égard est le mauvais tour de ton esprit qui ne fait que succomber à un état mental, dont la conséquence fâcheuse fut pour moi un état physique, des mains crispées sur mes valises jetées sur le palier. Tu as perdu toute unité. Mon âme endolorie avait eu la bienveillance de ne faire aucun reproche. Tout juste ai-je cru bon d'insister sur l'importance que l'esprit puisse à nouveau s'unir à son corps, afin qu'il retrouve cette expérience philosophique et ménologique du corps propre si bien définie par Maurice Merleau-Ponty. C'est donc ainsi que j'ai essayé de sauver ma fierté en expliquant que nous en savons trop aujourd'hui pour réduire si naïvement notre corps à une pure et simple étendue, comme le fit quelques siècles auparavant Descartes. Et lui dis-je, alors, aujourd'hui, à l'heure où les femmes, à notre époque, ont tant besoin que nous les protégions et les défendons, tu ne peux pas être traité comme un objet. Je lui rappelle alors que Merleau-Ponty avait insisté sur l'idée que chacun d'entre nous ne se trouve pas dans sa relation à son corps propre comme étant devant son corps. Et je lui assène cette phrase merveilleuse de Merleau-Ponty, « Tu es ton corps ». Nous ne sommes pas qu'esprit, ni uniquement un corps, ni le matérialisme, ni l'intellectualisme ne correspond à cette réalité de la relation corps-esprit. Ce que la phénoménologie de Merleau-Ponty a décrit est une relation corps-esprit sous la forme d'un échange continu entre sujet et objet, sans que nous puissions clairement cerner les contours de l'un et de l'autre. Tout se fond dans un mouvement dans lequel la pensée ne se pense jamais sans le corps, ni le corps ne s'expérimente sans l'esprit. Cette relation, pour être complètement comprise, doit être entendue comme une connivence qu'a très bien comprise celui qui a été amputé de l'un de ses membres. Il le sent encore, même s'il n'apparaît plus que sous la forme d'un fantôme. Le dualisme cartésien ne serait alors que l'embarras de l'esprit à penser à un corps qu'il ne comprend pas. Le philosophe John Searle l'exprime très bien lors de ses dernières interviews, quand il dit que « Je crois que nous avons besoin de nous débarrasser de cette façon de penser qui remonte au XVIIe siècle. Nous avons hérité de ce vocabulaire qui donne l'impression qu'il existe deux royaumes nettement séparés, le royaume de la physique et le royaume du mental. Ce dualisme imprègne nos conceptions religieuses, notre culture et même nos chansons, et de conclure, le cerveau est la cause de l'esprit.
Le matérialisme l'emporterait donc. La physique semble porter à lui tout seul l'esprit jusqu'à réduire aujourd'hui l'esprit à la matière. Mais alors cela voudrait dire que les états mentaux en réalité n'existent pas, que les états mentaux ne sont que des états physiques. C'est une forme de réductionnisme qu'opère ici le matérialisme. Or, le matérialisme est aussi une forme de déterminisme. Car si tout est physique, tout peut bien être expliqué par des causes physiques, dont les états mentaux. Il en est fini ainsi de notre libre arbitre et de la philosophie. Peut-être est-ce là finalement l'enjeu fondamental de la question de la relation corps-esprit, celle de défendre la liberté sans glisser ou bien vers un matérialisme pur ou un intellectualisme pur. Je vous remercie.